Bonjour à tous. C'est un succès devenu un cas d'école. Le 19 mai 1978, les légionnaires du 2e régiment étranger de parachutistes étaient largués sur la ville de Kolwezi, au sud-est du Zaïre, dans l'ex-Congo belge et devenu depuis la République démocratique du Congo. Cette opération fut décidée en urgence par le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, et fit suite à une demande d'aide du président zaïrois Mobutu. Elle avait pour objectif de sécuriser la ville aux mains des rebelles katangais du FLNC, le Front de libération nationale du Congo, d'obédience marxiste, et de libérer les Européens piégés sur place. Pour nous raconter cette opération à haut risque, j'ai demandé à l'un de ses acteurs, il était jeune lieutenant à l'époque, de venir témoigner. Bruno Dary, mon général, bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc je viens de dire qu'en 1978, à Kolwezi, vous étiez jeune lieutenant au 2e REP, mais vous avez conduit par la suite une belle carrière, puisque vous avez commandé ce même 2e REP entre 1994 et 1996, avec lequel vous avez été en opération extérieure en République sud-africaine, puis en centrafricaine. République centrafricaine, RCA, je me suis trompé, pardon, puis en ex-Yougoslavie. Général de brigade, en 2002, vous avez pris le commandement de la 6e brigade légère blindée à Nîmes, puis en 2004, celui de la Légion étrangère, avant d'être nommé gouverneur militaire de Paris en 2007 et de quitter le service actif en 2012 avec vos 5 étoiles de général d'armée. Alors, pourquoi parler de Kolwezi aujourd'hui ? C'est que vient de sortir aux éditions Pierre de Taillac un livre intitulé « L'honneur d'un colonel », signé Arnaud Hérulin, l'un des fils du colonel Hérulin, qui était le chef de corps du 2e REP, lors de cette opération, l'opération Bonite, donc à laquelle vous avez participé. Alors, je voudrais très rapidement, avant de rentrer dans le vif du sujet, que vous décriviez quelle était la situation politique dans cette région de l'Afrique au milieu des années 70. La situation... Le Zaïre, puisque c'était appelé pas la RDC maintenant, le Zaïre, c'est pas une grande... ça appartenait à la Belgique pendant longtemps. Hein, donc, rappelez-vous l'opération sur Stanleyville en 76 ou 66, peu importe, hein, conduite par les Belges. Donc on n'avait pas une grande tradition, un peu comme contrairement au Gabon, contrairement à la Côte d'Ivoire, où là, vraiment, on a des forces qui sont présentes, avec des exercices réguliers, l'information militaire, etc. Donc assez peu. Mais le président Giscard d'Estaing y avait été, je crois, en 1975, a rendu une visite à Mobutu. Donc on avait des liens suivis. Hein, en revanche, les liens qu'on avait, c'était surtout économique, puisque Kolwezi était une ville minière, et puis avec des minerais très importants, hein, comme ils fournissaient, je ne sais pas, 20 ou 30% du cuivre dans le monde, le manganèse, etc., le lithium. Donc il y avait une communauté européenne. Il y avait à peu près, je ne sais pas, 4000 Belges, presque 2000 Français, etc. Donc il y avait une communauté importante qui travaillait à une grande entreprise qui s'appelait la Gécamine. Et tous ces... Les carrières du cuivre étaient à ciel ouvert, tellement il y en avait, pour vous dire. Et tous ces matériaux, après, traversaient l'Afrique du Sud et embarquaient sur le port de Luanda, ou je ne sais pas lequel, mais tout ça pour dire que c'était quand même une richesse minière extraordinaire. Donc, qui attise effectivement les convoitises. Voilà. Il y a également l'affluence il y a beaucoup de guérillas dans la région. Après, à l'époque, c'était rappelez-vous, l'Europe était divisée en deux. Hein, l'Europe de l'Est sous obédience communiste, hein, et de l'URSS, non pas de la Russie, de l'URSS. Et la France était dans le camp occidental, même si elle n'appartenait pas à l'OTAN. Elle était dans le bloc de l'Ouest. Et donc, je crois que c'est Lénine qui a dit que le chemin de l'Europe passe par l'Afrique. Hein, et donc, c'était vraiment une action soviétique, il faut l'appeler par son nom, mais les Russes, les soviétiques, agissaient par pays ou par contingent interposé. Oui. Hein, c'est-à-dire qu'ils s'appuyaient sur l'Angola, sur les Cubains, etc., hein, en soulevant des moments de contestation. Et le but était un peu de couper l'Afrique en deux avec une
une attaque à partir de l'Angola, et de l'Est, c'était le Mozambique et l'Éthiopie, qui à l'époque étaient marxistes, hein, n'oublions pas. Donc il y a quand même, on voit que cette guerre froide, en fin de compte, c'était délocalisé, où il y avait toujours le bloc, hein, avec, rappelez-vous l'image de Berlin, hein, coupé en deux. C'était délocalisé en Afrique, et on le faisait par contingent interposé. Voilà, donc cette rivalité. Alors, l'affrontement avait quoi? L'affrontement, si je puis dire, avait commencé l'année avant, en 1977, hein, puisque les Angolais avaient commencé à attaquer, mais ils avaient fait une progression classique. La France est intervenue directement en fournissant des avions. Moi, je me rappelle, j'étais en stage à Pau, puis un jour, on nous a dit, il n'y a plus d'avions, ils partent tous, etc. Donc, bon... Et ces avions ont servi à aérotransporter l'armée zaïroise qui s'est bloquée, et ça suffit à stopper. Là, en 1978, les Angolais, forts de leur... ils ont pris dans le cadre ce qu'on appelle le RETEX, le retour d'expérience. Hein, ils ont fait une attaque par surprise. Hein, ils sont arrivés discrètement. Toujours à la même époque. Pourquoi? Parce que c'est la fin de la saison des pluies et le début de la saison sèche. On est à l'hémisphère sud. Donc, il pleut d'octobre à mars, avril, mai à peu près. Et donc, mai, c'est le début de la saison sèche. Donc, ils en profitent pour utiliser les routes. Sont exploitables. Donc, c'est ce qui explique, leur attaque. Leur attaque par surprise, parce qu'ils arrivent à Kolwezi, personne ne les a vus venir. Hein. Et ils sont combien à peu près, leur effectif? On dit 3 000, 4 000. Je sais pas. Là, je répète ce que l'on m'a dit, hein, parce que nous, on a vu... mais avec encadré par Cubains, quelques Allemands de l'Est. Moi, personnellement, je n'en ai pas vu, mais on en a vu quelques Blancs, etc. Bon, on ne sait pas trop, mais on sait de toute façon qu'ils n'étaient pas loin. Et tout de suite, lorsque donc, les rebelles début mai attaquent Kolwezi, ils agressent les Européens? Ils agressent. Vous savez, c'est de prendre les mines, de prendre la ville. Voilà, prendre la ville, aller plus loin. Et puis après, c'est quand même pas des forces très disciplinées. Et puis... ils ont tellement de richesses devant eux, c'est qu'ils en usent et ils en abusent. Hein. Dès que vous avez une arme, la population civile, elle est désarmée, et donc elle est complètement abandonnée. Hein. L'armée zaïroise a disparu, donc ce sont les seuls maîtres de Kolwezi. Hein. Et là, tout de suite, il y a les premiers massacres d'Européens. Et là, tout de suite, il y a les premiers d'Européens et de Zaïrois, parce que la population zaïroise a aussi payé un tribut. Hein. Mais alors, Belges et Français pour la plupart. Donc la situation remonte à Paris très, très rapidement. Très rapidement, oui. Il y a une période de latence. De confirmation, parce que comment vient l'information, il c'est pas couvert par il n'y a pas de satellite à l'époque, c'est pas couvert par les médias, etc. Même après après ces discussions, heureusement, il y avait quelqu'un qui a joué un grand rôle dont on n'a pas parlé, c'était le chef de la mission militaire, le colonel Gras, qui faisait des rapports très précis, qui connaissait bien le pays, et puis avec l'ambassadeur, M. Ross, qui faisait des rapports très précis, et c'est eux qui ont tiré sa sonnette d'alarme en disant, attendez, on est en train de se faire massacrer, parce que les premiers massacres ont commencé. C'est le problème de c'est valable encore aujourd'hui. Hein. Dès qu'une force armée plus ou moins disciplinée, plus ou moins encadrée, s'empare d'une ville, bien les premières victimes, c'est la population civile. Hein. Ils ne sont pas armés, ils sont là, ils ne peuvent pas se défendre. Et donc après, c'est le vol, le viol, le pillage, etc. Hein. Donc le pouvoir politique, donc à l'époque, c'est Valéry Giscard d'Estaing qui est le président de la République. En combien de temps vont-ils décider d'intervenir? Parce que je suppose qu'ils discutent également avec les Belges. Alors c'était ambigu avec les Belges, parce que les Belges, c'était un peu leur fief, mais ils mettent du temps, je crois qu'il y a des problèmes à l'époque au sein du gouvernement belge, ils mettent du temps à se décider, résultat, ils arriveront à une opération complètement différente de nous, et différente dans ses finalités et dans ses modalités. Dans ses finalités, parce qu'eux, ils prennent les ressortissants belges et européens, ils les évacuent, terminé. Ils ne veulent pas chercher à stabiliser. Alors que nous, on y va pour nous emparer de Kolwezi, stabiliser la situation, évacuer bien sûr ceux qui veulent, et remettre après les clés de la ville, si je puis dire, à Mobutu. Tu vois, il y a deux approches différentes. Donc là, moi, j'en ai pas vu.
Bon, je les ai peu vus, de loin c'est tout, donc on a été très peu vus. Il n'y a pas une grande coordination. Je pense qu'ils ont été un peu vexés à la France, leur dame le pion, en faisant une belle opération aéroportée. Eux, ils ont fait un truc très classique, on en reviendra dessus. Hein, c'était le choix du colonel Rulin et un choix magistral, hein, c'est-à-dire larguer sur la ville et au nord de la ville. Eux, c'est l'opération classique. L'aéroport est plus ou moins tenu, on pose des avions, et puis on va de l'aéroport à la ville, s'emparer de la ville, et puis on regroupe tout le monde et puis on évacue. Moi je me rappelle l'image que j'ai, une dernière image qu'il y a eu de l'aéroport de Colvézi, je sais pas quoi, il y avait 1 millier de voitures civiles abandonnées, quoi. Abandonnées en parfait état, avec les clés sur le bloc. Les gens, ils avaient vu la mort de près, et les ressortissants, ils partaient. Hein. Donc les choses se décident à Paris au niveau de l'état-major. Enfin... Avec entre l'Élysée et puis le état-major des armées, hein, le général Méry. Alors ça se passe le 13, 14, 15 mai à peu près, hein, ou 14, 15, 16 mai, vers là. Et puis nous, on est mis en alerte le 17 mai. Hein, c'est ça, le 17 mai. Mais on n'était pas du tout alerte. Hein. Moi, c'est une anecdote, mais qui est significative. Moi, j'avais organisé une course d'orientation avec ma section et puis un camarade, hein, qui est un camarade de promo, qui commande une section dans la compagnie à côté, à Bourguin. Donc, on était dans le désert des Agriates, à aller poinçonner des balises, etc. Non, c'est intéressant pour dire qu'on menait une instruction habituelle. Vous étiez basé en Corse à l'époque. Oui. Mais une instruction de bon niveau, de haut niveau. C'est-à-dire que la course d'orientation, c'est-à-dire que chaque légionnaire, il a sa carte, il doit se débrouiller. Donc chaque légionnaire doit être capable de lire une carte, de s'orienter, etc. Donc on voit qu'on mettait la barre très haute. Alors c'est qu'un détail, mais ça veut dire qu'on était quand même entraînés et surentraînés. Hein, on commençait l'instruction le lundi à 7h, on terminait le samedi à midi. Donc on était vraiment, toutes les compagnies étaient là. Et quelques mois avant, c'était en février 1978, l'inspecteur de l'infanterie, le général Henry, hein, qui était un vieux d'état-bord, qui est très, très, très humain, mais plus qu'il voyait bien le fond des choses, est venu en inspection, ce qui était normal. Hein, un régiment est inspecté tous les 2 ans par l'inspecteur d'infanterie, il était venu, et il avait assisté à la démonstration, et moi, il était venu au champ de tir du régiment, à la Punta Bianca, et les tireurs d'élite avaient fait une démonstration. Et on voyait quand il voyait les tirs, les cibles tomber, etc., les gens se déplacer, etc., il était subjugué, il m'a dit vraiment, j'étais étonné par la qualité, etc. Et puis, à la fin, donc il s'adresse au régiment. Bon, il voyait que nous, on était dans les starting blocks, et il y avait une petite partie du régiment qui était partie à Taco, là, au Tchad. On avait des frères d'armes, je ne sais pas si c'est le 3 ou le 8e RPIMA ou le 3, qui était au Liban à l'époque, on avait les premiers casques bleus. Hein, et il dit, oui, vous êtes le régiment des tempêtes. Alors, on dit d'accord, régiment des tempêtes, mais on est toujours à Calvi, je disais. Et donc c'est ça, cette excellence qui a présidé, vous croyez, au choix du 2e REB pour l'action ? Est-ce que c'est lui ? Je sais que, parce que moi j'ai revu après, Gérald Henry, j'ai même présidé ce obsèque quand j'étais gouverneur de Paris. Il m'a dit, moi, quand je suis rentré à l'inspection, parce qu'il avait quand même été impressionné par la qualité, c'est pas du cinéma, hein, vraiment, vous voyez qu'un régiment entraîné, c'est un vrai soldat. Hein. Il avait dit au chef d'état-major particulier du président, écoute, si un jour tu as un coup dur à faire, j'ai vu un régiment, tu peux y aller, tu peux compter sur lui. Il y a eu ça, il y a eu le fait que le régiment était complet, etc. Et puis, je suis sûr aussi, le fait que c'était une troupe formée d'étrangers. Les gens étrangères, si un avion s'était fait descendre, un avion qui s'était fait descendre, c'est 80 morts. Bon, on l'a vu quand on a eu Drakkar quelques années plus tard, hein, quand vous avez 58 cercueils à Commodore d'Invalides, c'est quand même vous rapporté sur le plan humain, militaire et politique. Donc c'est plus facile que... Donc voilà, moi je pense, après je n'ai pas été dans le secret des dieux, hein, mais je pense que c'est les raisons qui ont prévalu en disant, on envoie le REP et puis on minimise le risque, parce que c'était quand même... Il faut quand même reconnaître à Giscard d'Estaing, quand il prend la décision, c'est un pari politique, hein, qu'il a gagné magistralement, hein, parce que... Mais il le dit dans ses mémoires, hein, que la nuit, quand on intervient, il y a eu beaucoup de go, no-go, etc. Et quand il intervient, la première nuit, il dort pas beaucoup. En plus, à l'époque, il n'y a pas de liaison, il n'y a pas de ligne Marsat, il n'y a rien. C'est les BLU. Hein, donc
Et donc là, on demande au colonel Hérulin de préparer l'opération. Comment ça se passe concrètement? Bon, d'abord, on est mis en alerte. Donc l'objectif, la mission, c'est de sauver les Européens, de prendre la ville. Donc qu'est-ce qu'on lui dit au colonel Hérulin? Alors, moi, je n'étais pas témoin. Je sais que nous, on arrive, on embarque dans les avions. Alors des avions qui vont en vol direct, des avions d'UTA. Et voilà, quels sont les moyens dont vous disposiez pour rejoindre d'abord l'Afrique? D'abord, l'Afrique, c'était des avions de la gamme civile, la gamme commerciale, UTA à l'époque, des avions de ligne. Et donc, déjà entre ceux qui vont en vol direct, ceux qui passaient par Dakar ou par Abidjan, ravitaillés, etc., entre l'ordre de départ de Calvi et l'ordre d'arrivée à Kinshasa n'est pas le même, donc il a fallu s'adapter jusqu'au dernier moment. Et puis après, c'est là où il prend contact avec le colonel Gras, qui lui explique la situation. Et lui, heureusement, lui était dans le premier avion, donc il a toute la journée, toute la nuit pour préparer l'opération, parce qu'avec les avions qui arrivent au compte-gouttes, dans un ordre dispersé, il faut quand même... L'adaptation est importante. D'accord, donc finalement, la manœuvre, enfin toutes les opérations vont se décider pendant le transport, parce que... Pendant le transport, puis à l'arrivée, puis pendant les 12 heures où on reste à... Alors je demande quelle va être la manœuvre... La manœuvre opérative, le plan opératif, je ne sais pas comment... L'ordre d'opération, mais de toute façon, il est imposé par l'ordre d'arrivée des avions, parce que tout ce qui est soutien médical, soutien santé, etc., arrive avec nous dans les derniers avions. Et donc, le colonel Hérulin, il saute avec 3 compagnies de combat, parce que c'est tout ce qu'il a sur la main. En plus, l'opération est avancée de 24 heures, comme le dit dans le livre. Et donc, à ce moment-là, ça bouscule tout. Il n'a plus le choix. Il prend les 3 compagnies qui sont arrivées, la première, la deuxième compagnie, la troisième compagnie et la 4. Avant le saut, ce qui m'intéresse, c'est que va décider Hérulin? Quelle va être sa manœuvre? Voilà. J'emploie peut-être pas les bons termes militaires, mais... Si, c'est sa manœuvre. Alors, il fait la manœuvre. Bon, c'est qu'on va sauter. Oui. 2, les avions, il y a 2 Transal et 5 et 4 Hercule, je crois. Alors qui sont français, qui sont sur place déjà? Français, un français et puis le reste des Aérois. Il y en a 2 qui vont tomber en panne au moment du départ, donc il va être encore des adaptations, etc. Donc le choix qu'il fait, c'est un saut en parachute parce que le choix qu'il fait, c'est tout de suite coiffer le centre de la ville. Et ça, c'est vraiment un choix essentiel. Non seulement parce qu'il saute sur l'objectif, et puis en plus, il choisit des zones de saut au nord de la ville. Alors que les Katangais, qui n'avaient pas idiots, étaient emparés de la ville, et savaient que le point faible, c'était l'aéroport, où il restait encore quelques aérois. Donc leur dispositif était quand même orienté vers le sud, en disant s'il y a des renforts extérieurs, ils vont arriver par l'aéroport et monter. Alors que nous, on les prend par derrière. Donc, et tout de suite... dès le saut effectué, en début d'après-midi, les 3 compagnies, la première, la 2 et la 3, vont coiffer des points essentiels au centre de la ville. Comme ça, ils gèlent le dispositif et ils contrôlent la ville. Moi qui j'étais dans la deuxième vague, pourquoi? Parce que l'avion était passé par Dakar, il fallait ravitailler, etc. Donc on est à la deuxième rotation. Et quand on arrive, donc le 19 soir, à la tombée de la nuit, là, pareil, une décision magistrale du colonel Hérulin qui contrôle la situation quand même. Il n'y a pas très peu de pertes, etc. Et il décide, non, vous ne larguez pas, parce que larguer dans les hautes aires, dans un terrain qu'on ne connaît pas, de nuit, etc., moi je contrôle la situation, allez vous poser, on va se poser à 200 km la Camina, une ville qui s'appelle Camina, l'aéroport, et on est largué le lendemain matin très tôt. Donc c'était quand même des décisions importantes qu'il a prises, ce rôle de coiffer l'objectif. Dans un devoir, alors je ne veux pas être un peu méchant avec l'école de guerre, mais dans un devoir d'école de guerre, on dira, on s'empare de l'aéroport, premier temps, on contrôle un point d'appui sur l'aéroport, on amène les renforts, et après, peu à peu, on va... Mais le temps de faire ça, il se passe 24 heures ou 48 heures avant de rentrer en ville, et ces 48 heures, c'est la population qui est massacrée, ou emportée en otage, tout ça. Donc le fait de coiffer la ville, il déstabilise le dispositif katangais. D'accord, donc on saute au plus près de la ville. Donc, effet de surprise. Effet de surprise. Alors, effet de surprise,
Parce que bon, les avions, ils font un premier passage, c'est les aérois, etc. Ils sont obligés de faire un deuxième passage. Il y a quand même un effet de surprise. Hein, et RFI, on avait parlé aussi à la radio, mais ils ne sont pas tous penchés sur RFI, etc. Il y a quand même un effet de surprise, hein, là. Et sur le choix de la zone de saut. Hein, et puis tout de suite, on est comme on est au ras de la ville, hein, tout de suite, on va coiffer, hein, les points importants de la ville. Alors, quels étaient les risques d'une telle opération? Le risque essentiel, c'est que une opération aéroportée, c'est la phase de mise à terre est fragile. Est fragile parce qu'un avion, il est vulnérable. Hein, quand il y a un avion de transport qui vole à 250-300 mètres d'altitude, bah vous pouvez lui tirer dessus. Hein, pas très vite en plus. Hein, bon, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de missiles, mais il y en avait quand même quelques-uns. Donc, et puis, une fois que tout le monde a été largué, bah, il y a eu le temps de se regrouper dans des hautes herbes, etc., retrouver. Etc. Donc, et d'ailleurs, quand vous faites l'histoire des parachutistes, hein, il y a autant de succès que de défaites. Hein. Les premiers à avoir utilisé l'arme reportée, c'est les Allemands pour conquérir la Belgique, hein, en 1940, hein, le fort des Ben Emael, etc., qui sont des sujets, alors, des petites OAP, mais comme ça, ils s'emparent des choses. Mais un an plus tard, ils vont en Crète, et la Crète, ça a été le tombeau des para-belges, hein, des para-allemands. Pourquoi? Parce que les Anglais les attendaient, et puis ben, ils ont largué leurs soldats sur un dispositif britannique qui était au courant, donc ils se sont fait massacrer. Hein. Et puis, un pont trop loin à Arnhem, ça a été un échec aussi, parce que, une semi-réussite, parce que ben, les Anglais sont tombés sur un dispositif allemand qui les attendait. D'autant que là, vous n'aviez pas d'appui, aucun appui air-sol. On n'a aucun appui. Le seul appui, c'est notre section de mortier, hein, qui était commandée par un camarade, là, le lieutenant Vernat. Mais c'était un appui sol-sol. Hein. Il n'y a eu aucun appui aérien, rien du tout. Hein. Donc c'est vrai que la phase, c'est un peu comme une opération amphibie. Hein. Cette phase de changement de milieu, c'est une phase très sensible parce qu'on est vulnérable. Le soir du débarquement, on annonce à Eisenhower, il y a eu 11 000 morts. Bon, quand vous voyez la première partie du soldat Ryan, c'est ce qui retrace le mieux ce débarquement. Quand ils débarquent, les Allemands sont dans leur bunker, et nous, ben, on est poitrine nue, et puis il faut monter à l'assaut. Hein. Bon, ben, l'OAP, c'est ça. Hein. Alors là, on a été la chance, c'est qu'on a joué sur l'effet de surprise. On s'est tout de suite regroupés, donc au nord de la ville, là où on n'attendait pas les Katangais, on s'est tout de suite regroupés, et une fois qu'on est regroupés, après c'est le... Je ne vais pas dire le rouleau compresseur, mais après, vous sentiez, vous êtes fort, quoi. Quand vous êtes en unité constituée, vous dites, bon, vous manœuvrez, quoi. Alors justement, vous êtes en unité constituée. Lorsqu'on a préparé l'émission, on en a parlé. Finalement, nous sommes en 78. Oui. Ce sont des hommes qui n'ont jamais combattu. Jamais. Dans la compagnie. L'adjudant de compagnie avait été au Tchad parce qu'il y a eu une opération d'aide à l'armée tchadienne à l'époque, hein, à l'époque du général Lacaze. Mais, comme on disait chez nous, pas de décoration, mais la place pour en mettre. Hein, aucun. Le seul qui avait vraiment connu le combat, c'était le colonel Leroy, qui avait été en Algérie. C'est tout. Hein, donc c'était... Et la première fois, moi j'ai vu après, hein, une fois qu'on a été au combat, bon... On sait ce que c'est, alors c'est pas... Et c'est... il y a quand même le stress du premier affrontement. Hein. Hein, donc, mais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on était quand même super entraînés. Hein, et ça, c'était quand même techniquement, tactiquement, physiquement, parce qu'on était quand même costaud, hein, les gens avaient l'entraînement, ça n'arrêtait pas, et c'était quand même des gages de succès. Parce que moi, je me rappellerai toujours, c'est un souvenir que j'étais dans l'avion, hein. Donc j'étais au début d'avion, près de la porte pour sauter en premier, et je me retourne et vous voyez toutes les têtes de vos légionnaires là. Hein, vous leur faites un clin d'œil, ils vous font un clin d'œil, ils sourient, ils vous font confiance, il y a un problème de confiance. Et c'est là où vous dites, je ne sais pas où on va, mais avant qu'il y ait un rouleau compresseur qui nous écrase, ils vont laisser des plumes. On y va ensemble surtout. On y va ensemble et on se sent fort, quoi. Et quels moyens vous aviez? Vous avez parlé de mortier, donc c'est la seule petite artillerie que vous aviez. Oui. Pas de véhicule? Aucun véhicule au départ, donc on est à pied. Et puis comme les Français, les Français et les Belges parlent de tous côtés, nous ça a été le cas. Les types, on a récupéré des véhicules. Hein. Moi
j'avais un groupe de combat qui était dans un croque-mort. Hein. Bon, ça roulait, ça transportait 10 personnes, peu importe. Donc les 3, 4 ou 4, 5 premiers jours, on était dans des véhicules de récupération. Et au niveau médical, vous aviez une assistance Non, on avait notre médecin-chef. Qui a sauté avec vous ? Qui a sauté avec nous, alors lui avec le chef de corps, et puis après il y avait quelques personnes, une petite antenne chirurgicale, antenne médicale, hein, il n'y a pas de... et pour parer les premiers blessés graves. Hein, oui, parce que ce que j'ai lu, et ce qui est assez surprenant, c'est que finalement ce qui compte, c'est la rapidité, la vitesse d'exécution, et que fait-on des blessés ? Les blessés, on leur fait les premiers soins, puis on les laisse sur place, hein, et puis on va les récupérer après. Hein. Et puis après, très rapidement, on a contrôlé l'hôpital de Colvézi, et puis on s'en est servi pour regrouper tous les blessés sur l'hôpital de Colvézi. Alors donc vous avez fait partie de la deuxième vague, on va en parler, mais est-ce que la progression de la première vague a été difficile ? On a connu... Non, c'est fulgurant, c'est-à-dire qu'ils ont eu la surprise, ils sont regroupés, puis après une compagnie qui est regroupée, c'est le compresseur. Une compagnie pour... C'est 150 hommes 120 hommes à peu près. Hein, les conducteurs étaient restés à Calvi et assuraient l'aérotransport des véhicules. Après, quand on tire, c'est des tirs précis. Quand on manœuvre, etc. Donc, les quelques adversaires, puis on les prend par derrière en plus. Eux, ils sont tout de suite dépassés par les événements. Et pourtant, quel est le rapport de force ? Ils sont beaucoup plus nombreux que vous. Vous êtes quoi, 400 la première vague ? Nous, la première vague, oui, 3 fois 120, oui, 400 la première vague, 300 la deuxième vague. Oui, mais c'est rapport de force... Comme ils sont déstabilisés parce qu'on va tout de suite conquérir le centre de la ville et qu'eux ne s'y attendaient pas, ils sont tout de suite déstabilisés. Donc ils ne peuvent pas, dès qu'il y a des éléments de résistance, ils sont neutralisés. Donc très rapidement, et au bout de 2 jours, ils fuient le centre-ville et puis ils se replient. Hein. On voit que c'est pas, ils ne cherchent pas à s'accrocher à Colvézi pour... ils se replient, alors ils emmènent quelques otages avec eux. Il y avait 6 militaires français qui étaient en assistance militaire technique, qu'on n'a jamais retrouvé. On sait qu'ils ont été tués, hein, mais qui ont été embarqués, puis ils ont dû être tués l'armée française, nous connaissons des pertes dès le premier jour ? Alors nous, des premiers jours, le premier ou le deuxième jour, hein, il y a eu 3 ou 4 tués à la première compagnie, et moi j'ai perdu mon adjoint, hein, parce que, toujours pareil, hein, on arrive... Hein, donc le lendemain, on récupère de l'armement, et puis alors, on laissait tomber les munitions, mais l'armement, quand chaque soldat a 3 armes sur le dos, on n'arrivait plus qu'à avancer. Hein. Et puis à un moment, il y a un Français qui nous dit, ou un Belge qui nous dit, tenez, moi je vous passe ma voiture, moi je pars, et il nous laisse les clés de sa voiture. Et donc, je dis au capitaine, écoutez, j'ai une voiture, on va mettre mon adjoint, et puis tout l'armement récupéré, on le met dedans, pour soulager. Hein. Et puis, voilà, et dans l'après-midi, on est chargé d'aller contrôler une ville qui s'appelle Métal Chabat, et on en prend la voie ferrée, et mon adjoint prend la route qui est parallèle à peu près, et puis il conduisait, avec les postes qu'on avait, il n'était pas à la radio, puis à un moment on voit que, sur les hauteurs, on voit que c'est tenu, je lui dis de s'arrêter, il n'a pas entendu, il a continué, il est tombé sur eux, il s'est fait tuer là. On l'a récupéré après avec tout l'armement à bord qu'il n'avait pas touché, parce qu'il n'avait pas quoi faire de l'armement. Et voilà, il y a eu des moyens modernes de transmission, on a mis ça dans l'oreille. J'imagine que c'était un moment terrible pour un chef de section. Oui, c'était Norbert Daniel, c'était plus qu'un adjoint, c'était un ami. Hein. On est toujours en contact avec son frère d'ailleurs, qui assiste qui est présent au sein de l'amicale. Voilà, et puis après il y a eu un tué au GCP, je crois, une affaire de nuit. Donc, comme je disais, vous êtes parachuté le lendemain. Quels sont vos... Une fois que vous avez quitté le bruit de l'avion, vous êtes dans le silence... Dans le silence du saut, quelle est votre première impression quand vous arrivez La première impression, c'est d'abord chercher à regrouper sa section, hein, parce que dans les hautes aires, etc., c'est quand même pas simple. Donc il faut chercher à regrouper sa section. Et puis après, là j'étais surpris, une petite anecdote, mais qui est révélatrice. Et après, une fois que la section est remplie, j'appelle mon capitaine, il me dit, attendez, pour vous, mission, nous c'est une nouvelle zone de saut. On est un peu à l'est de la ville pour nous emparer de la ville européenne. Il y a la vieille ville européenne et la nouvelle ville européenne.
Parce qu'il y a eu des massacres, etc. Et je reçois une mission. Bon, il paraît que dans une ville-là, il y a eu un regroupement d'Européens, il y a eu un charnier, il faut retrouver le charnier. Bon, je reçois ça comme mission. Bon, moi, on est chef de section à l'époque, on se dit, on a été parachuté 36 heures, 24 heures après le camarade, ou 12 heures. Nous, on va aller à la riflette. Vous avez 25 ans à l'époque, hein, oui, on le rappelle. Je n'étais pas venu pour aller compter laisser les morts, comme c'est écrit dans l'Évangile. Bon, je cherche un peu, je dis, bon, j'ai rien trouvé, mais je reprends la mission. Et puis mon capitaine me dit, vous reprendrez la mission quand vous aurez trouvé le charnier. Blême. Bon. Donc là, je fais ratisser, je me renseigne, et puis on me dit, dans cette ville-là, il y a eu des massacres, on y va, et c'est là où on tombe sur le charnier dans une pièce qui est grande, à peu près comme ce studio, avec, je sais pas, une trentaine de cadavres. Hein. C'est insoutenable, j'imagine. C'est insoutenable, Ah, j'imagine. Ouais. Donc, je dis que j'ai découvert le charnier, et tout de suite, on m'envoie les 2-3 premiers journalistes qui étaient là. Donc, je les accueille, je les emmène là, ils prennent des photos, et c'est ces photos, on fait la couverture de Paris Match. De Paris Match, oui. Voilà, donc, non, j'ai dit ça parce que c'est un peu le système de commande du REP. Vous faites ça, on vous donne pas. On m'aurait dit, attendez, pour justifier ces interventions, il faut trouver ce charnier et on vous envoie les médias. J'aurais compris le sens de la mission. Là, on me dit trouver un charnier, bon, je n'avais pas bien compris. Donc, c'est une petite anecdote. Et donc, c'était effectivement une photo qui a fait la une de Paris Match. Oui, c'était la mission que j'avais avait eu un rôle stratégique et même politique. Bien sûr. Voilà, c'était tout, mais bon, ça commençait à puer, et puis bon, les cadavres... Voilà, donc parmi vos impressions, enfin, parce que dans le livre d'Arnaud Hérulin, on va en parler tout à l'heure, il y a beaucoup de témoignages, dont le vôtre. Vous parlez effectivement de l'odeur. Ah oui. Dans toute la ville, hein. Dans toute la ville. Il y a des cadavres, il y en a partout, et il y a des cadavres qui remontaient à 2, 3, 4 jours. Hein. Nous, on est le 19, on est le 20 et le 21 mai. Donc les cadavres qui remontent à 4-5 jours avec la chaleur et l'humidité. Puis tous les services municipaux sont complètement arrêtés. Hein. Donc on voit des cadavres au milieu de la route, comme dans l'île du... Et tout ça, c'est une surprise. C'était l'odeur et deux, le silence. Pourtant, en ce moment, ça ne tirait pas partout. On entend des rafales, mais il n'y a pas un bruit. Il n'y a pas une voiture qui roule, il n'y a rien. Il y a un grand silence. Puis la désolation. Hein. Parce que les quelques Européens qui n'ont pas rejoint l'aéroport ou pas encore, ou qui ne savent pas quoi faire, ils sont terrés chez eux. Hein. C'est à beaucoup dans les faux plafonds, etc., pour éviter de se faire descendre par les Katangais. Donc là, vous avez quadrillé la ville, vous rentrez de maison par maison. Oui, on rentre. Puis après, ils ont vu dès qu'ils ont vu les Français, ils sont sortis. Hein. Donc, va très vite. Quadriller maison par maison, ça on l'a fait dans un deuxième temps. Lorsque le centre-ville a été contrôlé, et qu'on a fait, on a donné la possibilité à ceux qui voulaient être évacués de rejoindre l'aéroport et de partir. Et après, on a été dans les petites villes autour, les villages autour, pour agrandir la zone contrôlée. Et donc, c'est là où on partait trop tôt le matin, une compagnie de chaque côté, les 3 compagnies, et puis on resserrait. Et là, on fouillait les maisons une par une. Et à partir de ce moment-là, vous avez eu de nouveaux moyens logistiques, parce que vous racontez aussi vous sautez avec un sac à dos, je ne sais pas, il pèse combien je ne sais pas, 15 kilos. 15 kilos, mais ça devient vite très lourd, ça vous récupérez des armes, ça vous l'avez expliqué. Donc vous récupérez d'autres moyens logistiques ? On récupère nos véhicules, puis il y a un pont aérien conduit par les Américains remarquablement, et on récupère nos véhicules de Calvi. Les camions nous avaient amenés de Calvi à Soenzara. Bon, c'est 5 heures de route. C'est pas... Il fallait passer par le col de San Colombano. Bref. Et on avait laissé tous les véhicules avec des conducteurs à Soenzara. Et là, il y a eu un pont aérien avec des C5 Galaxy, etc. De Soenzara à Lubumbashi. Et qui nous amène tous les véhicules. C'était des GMC, la Deuxième Guerre mondiale à l'époque. Un GMC, ça consomme 1 litre à la minute. D'accord, ça tombe en panne souvent. Ça va. Quand ça tombe en panne, on s'est réparé. Donc, on se débrouillait. Donc, les véhicules arrivent. Donc, on récupère nos véhicules. Donc, on est motorisé. Et là, le colérien décide d'agrandir le contrôle de la zone, de ne pas se limiter uniquement à Kolwezi, mais dans toutes les villes autour.
On irait même faire un raid un jour à 20 km ou 50 km de Kolwezi. Hein. Mais on se rend compte que tous les Kadogais sont partis et sont retournés dans leur pays d'origine, le Katanga. D'accord, donc c'est une... Et alors, avant d'arriver aux conséquences, donc vous êtes désengagé, vous restez combien de temps finalement? Alors, on reste une semaine à peu près à Kolwezi, et puis à partir du 27 ou 28 mai, je ne sais plus, peu importe, hein. Là, on reprend nos véhicules et on rejoint Lubumbashi. On laisse une compagnie derrière nous, je crois que c'est la première compagnie. Et tout le reste du régiment va à Lubumbashi, où pendant une petite dizaine de jours, on va crapahuter un peu à droite à gauche pour occuper les légionnaires. Et comme il ne faut pas s'ennuyer. Oui, non mais c'était garder une présence française, et sur Kolwezi, une petite présence française, et sur Lubumbashi, pour montrer d'abord au pouvoir politique zaïrois qu'on a fait le boulot et qu'on va leur transférer la charge. Ensuite, il y a une force interafricaine avec des Marocains qui va se mettre en place et puis qui va venir pour aider les Zaïrois. Et puis l'armée zaïroise qui va revenir contrôler la ville. Et donc nos GMC, nos vieux GMC, on va les transférer aux Marocains qui vont être surpris. Et puis de retour à Calvi, on va repercevoir des GMC parce qu'il y a quand même des stocks immenses. Pas beaucoup plus neufs. Pas beaucoup plus neufs. Donc on peut dire que l'opération a été un franc succès. Vous parliez tout à l'heure de paris politique réussi. C'est aussi un pari stratégique et tactique, un vrai succès du colonel Hérulin. Oui, non, mais il faut reconnaître que le fait de sauter sur la ville et au nord de la ville, alors que les rebelles nous attendaient plutôt au sud, on les surprend, on les prend à contre-pied. Donc ça, c'est vraiment le succès, je dirais opératif ou stratégique, peu importe, mais c'est un succès majeur. Et surtout, ça a stoppé les massacres. C'était comme le but, c'était quand même de contrôler la ville pour arrêter les massacres. Donc dès lors parce que tous ces rebelles qui viennent, dès lors que leur vie est en cause avec l'intervention française, ils pensent d'abord à sauver la vie avant de massacrer la population. Après, ils changent de... Vous pensez que c'est un message aussi qui a été envoyé aux différents rebelles oui. Et puis, comme le dit très justement Arnaud Hérulin, ça a marqué un stop dans la volonté ou dans la politique de l'URSS ça va être l'objet effectivement de la dernière partie de l'émission. Oui. Mais avant ça, quels enseignements ont tiré de cette opération au niveau militaire? Est-ce que, je disais dans mon introduction que c'était un cas d'école, c'est étudié aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on en a tiré comme enseignement? Je crois qu'actuellement... Vous qui avez fait l'école de guerre, on en parle encore à l'école de guerre? Oui, on ne parle pas que de ça parce que c'est quand même une opération très ponctuelle. Mais même dans 4 ans, dans 3 ans, on va passer 3 ans, ça va être les cinquantenaires. Mais c'est une opération qui n'a pas pris une ride. Qui n'a pas pris une ride et qu'on pourrait très bien refaire en partant de France, avec la même opération, avec ce point sensible. On le voit avec la guerre en Ukraine, etc. C'est qu'avec le développement des missiles solaires, il faudrait jouer encore plus sur l'effet de surprise. Et je ne sais pas si il faudrait jouer à fond sur l'effet de surprise. Je sais que j'étais dans les troupes aéroportées, on travaillait là-dessus. Pour larguer, on fait des vols à basse altitude, mais basse altitude, c'est 25-30 mètres. On monte au dernier moment pour larguer et après, l'avion repique. Donc, comme ça, ils ne sont pas... Quelqu'un qui voit arriver l'avion, il n'a pas le temps d'épauler avec un missile. Donc, mis à part l'affaire des missiles solaires, c'est une opération exceptionnelle parce qu'elle n'a pas pris une ride. On a tiré les enseignements d'ailleurs pour l'OAP qui a eu lieu à Tombouctou. Je pense, mais oui, certainement. Je pense parce que alors là il y avait déjà une présence française, donc il fallait mettre un gap, mais c'est évident que les enseignements qu'on a tirés, c'est quand même savoir que, on le savait déjà, mais qu'une opération aéroportée, c'est sensible au moment de la mise à terre, parce que les avions sont vulnérables. Et puis la première heure qui suit, parce qu'on n'est pas encore... les gens qui ont été largués, les soldats qui ont été largués, n'ont pas un dispositif tactique cohérent. Dès qu'ils sont regroupés avec un dispositif cohérent, après, c'est la machine de guerre qui
qui se met en route. Hein. Alors donc nous parlions des conséquences politiques. Effectivement, comme vous le disiez, c'est un échec à l'expansion soviétique en Afrique. Oui. Donc bien évidemment, les soviétiques ne sont pas très contents et vont utiliser la presse communiste et la presse de gauche qui va se déchaîner. Donc je voudrais revenir sur le livre d'Arnaud Hérulin qui s'appelle L'honneur d'un colonel, donc qui nous décrit, c'est très minutieux, hein, c'est quasiment heure par heure, minute par minute, l'opération Kolwezi, mais il y a toute une dernière partie qui est intitulée le Maelstrom du retour en France, parce que il va y avoir 3 vagues d'attaques. Oui. Donc déjà, on va commencer par nier le caractère humanitaire. Oui, mais ça, c'est un tel succès, puis une telle aura, et puis avec un tel rapport, ça c'est bon. C'est des combats. Nous quoi, tout le monde parlait, tous les journalistes après venaient à Calvi voir le REP et tout ça. Quoi. C'était vraiment, on était sur un piédestal hein, pendant longtemps. Bon, après, le colonel Hérulin est parti. Quand il a pris, il a dit bon, allez, maintenant, on se remet au travail. Parce qu'il faut dire quand même, en 78, on n'est pas l'armée, on n'est pas dans une ambiance d'amour fou envers l'armée en général. 78, quand moi j'ai fait Saint-Cyr 72-74, hein, c'était quelques années après mai 68. Donc, beaucoup d'antimilitarisme. Dans les rues de Paris, d'abord, on ne se promenait pas en tenue dans le métro. Et dans les rues de Paris, l'armée, ça pue, ça rend con, ça pollue. L'armée est une grande poubelle dans laquelle les pourris font carrière. Quoi. Bref, et puis peu à peu, ça va changer. Mais 78, c'était encore l'antimilitarisme avait été à bonne presse. Hein. Alors après, il y a eu des accusations de bavure. On vous a accusé d'avoir, tué des Européens ou d'autres Africains, non rebelles. Et puis enfin, donc là, c'est le sujet du livre et on va terminer là-dessus. Ce sont les attaques contre le colonel Hérulin. Donc là, je vous laisse en parler, qui va commencer par un article dans l'Humanité. Oui, alors, le colonel Hérulin, il avait quitté, quand les attaques ont été ciblées sur lui, il avait quitté le régiment. Hein, il a quitté le régiment, je ne sais plus, fin juillet, comme juillet 78, grosso modo 2 mois après l'opération. Hein. Et donc, il était affecté à l'état-major de l'armée de terre. Donc nous, le régiment, on a été relativement protégés, puis on était beaucoup moins concernés. Hein. Mais lui aussi, alors à la fin, l'angle d'attaque, c'était qu'il était aux premières CP en Algérie. Il était Saint-Cyrien, promotion Union française. Union française, ça doit être 54-56 à peu près. Hein. Ensuite, il arrive, il a choisi le premier CP, et donc il va passer 4 ans en Algérie à mener les combats du premier CP, dont la bataille d'Alger. Donc il sera impliqué dans la bataille d'Alger, comme tous ses camarades, avec les chefs de section, commandant unité, parachutistes, légionnaires. Il y avait 4 régiments dans la bataille d'Alger, dont Bigère d'ailleurs. Hein. Voilà. Et lui, l'angle d'attaque, c'était que lui, il a participé, c'est lui qui a été arrêté Audin. Parce que Audin, il aidait les gens du FLN, il ne faut pas oublier, qui étaient et des terroristes et des assassins. À la bataille d'Alger, il ne faut pas oublier qu'il s'en prenait à la population algérienne, aux habitants d'Alger, qui étaient soit français, soit algériens, autochtones. Et donc, quand on lance la bataille d'Alger, il faut le système de renseignement, etc. Et puis, il faut casser les filières qui servent à armer et à abriter tous les gens du FLN. Voilà, donc, il l'arrête. Alors après, ce qui se passe, c'est vrai que c'est une zone d'ombre, qu'on impute à lui parce qu'il l'a arrêté, mais qui n'est pas imputable à lui, c'est que Audin va être torturé par Ossarès et puis il va mourir. Et ça sera une zone d'ombre de l'armée française, mais bon, c'est difficile. C'est difficile à parler parce que d'un côté, c'est inhumain et maintenant illégal de torturer quelqu'un, mais
De l'autre côté, il faut voir la réalité, c'est que combien de vies on a sauvées en obtenant des informations essentielles. Voilà, donc il faut voir l'ensemble. Alors, si c'était à refaire, on ne le referait pas, c'est évident, puisque maintenant la torture, heureusement, est illégale. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la population qui paye la facture, parce qu'on n'a pas les informations qu'on veut, les gens ne parlent pas, donc on n'a pas les moyens de faire parler. On met plus de temps, et pendant ce temps-là, les attentats continuent. Hein. À l'époque où on arrête Audin, il y a deux ou trois attentats par semaine dans Alger. Hein. Il y a chaque fois, c'est la population civile qui paye les attentats, c'est dans les écoles, dans les bistrots, dans les transports en commun, etc. C'est pas contre l'armée, les attentats. Hein. Alors, voilà, quoi qu'il en soit, donc c'est l'humanité, hein, ça commence très tôt, le 23 mai, donc vous êtes encore... Oui, mais là, bon... Vous êtes encore là-bas. Nous, on n'est pas tellement concernés. Non, mais bien sûr, mais savoir donc que l'humanité va publier un article donc, le 24 mai, le héros de Kolwezi torturé en Algérie. Voilà, donc là, quelle est vous avez une réaction, vous Non, parce que nous, on n'est pas concernés par ça. D'abord, on n'était pas au courant, on ne savait pas les médias... À l'époque, on ne savait pas les médias, on avait autre chose à faire. Oui. Et puis au retour, moi, le souvenir que j'ai surtout, c'est le nombre de journalistes qui venaient à Calvi pour voir le régiment, pour voir les héros de Kolwezi. C'est ça surtout qui nous a marqué. Hein. Puis bon, après le colonel Rouet qui arrive, bon, maintenant on tourne la page, on se remet au travail en avant. Hein. C'est parce que les attaques étaient quand même très ciblées sur le colonel Herulin. Donc quand il quitte les régions, malheureusement, il part avec le pactage d'avoir à faire face aux attaques contre lui. Mais alors, quelle a été la réaction, en revanche, de la hiérarchie La hiérarchie était souvent... Bon, lui, il a eu le devoir de se taire, de ne pas réagir pour ne pas remettre encore le sujet de la torture et de la bataille d'Alger. Et puis l'état-major a choisi de rester silencieux. On n'en parle pas pour ne pas relancer la polémique. Hein. Et chaque fois que... moi, je suis président de la CRCN, et président de la CRCN, je suis président du comité national d'entente, qui regroupe une soixantaine d'associations d'anciens combattants. Bon, régulièrement, il m'arrive de prendre la plume au nom de mes camarades, quand récemment, le 1er novembre, il m'a communiqué de l'Élysée sur le 70e anniversaire des attentats de la Toussaint 54. Oui. Hein, on dit au président, attendez, alors c'était, je ne me rappelle plus le nom de celui qui a été arrêté et puis à ce moment-là, je dis, attendez, il ne faut pas oublier que c'était un assassin, un révolutionnaire et trois un terroriste. Hein, donc, et ça faisait au moment où le procès de Samuel Paty commençait. Donc, j'ai dit, attendez, il ne faut quand même pas se tromper de combat. Hein. Alors, il a été arrêté dans les conditions normales, et après, il a pris les armes à la main. Hein. Mais est-ce que vous avez le sentiment que Herulin a été défendu par le pouvoir politique et par l'autorité militaire comme il le fallait? Ou est-ce qu'on l'a un peu lâché finalement? Pas lâché, mais on a dit rester silencieux et puis voilà. Alors qu'il était pour rien, mais c'était, si vous voulez, moi je le vois après, hein, l'affaire algérienne avec la bataille d'Alger et puis les conséquences et l'aura qu'a tiré, qu'a dû avoir, pas l'aura, mais les conséquences de la torture, c'est quand même quelque chose qui a été lourd à porter, long à porter. Hein. Regardez, quand le président de la République a été voir l'épouse de Audin, hein, à chaque fois, on remet le couvert et on a le droit à une louche, alors que c'était quand même bon. Alors, je ne dis pas que c'est bien, mais je dis quand vous voyez cette taille, il faut voir tout à calme, de façon apaisée, l'ensemble de la question de cette bataille d'Alger dans son ensemble. Hein. Bataille d'Alger qui, il ne faut pas l'oublier, a été gagnée quand même. Hein. L'armée française a gagné la bataille d'Alger. Alger était à vivre en paix après. Hein. Et alors après, on peut dire, mais à quel prix?
Alors, alors c'est vrai que le colonel Hurlin, alors, paix à son âme, il est mort. Il n'a pas pu défendre trop, parce qu'il est Non. décédé en septembre 79, oui. Donc un an et demi après. J'aurais quand même lire un extrait d'un article qui est paru dans Libération, le lendemain de la mort d'Hurlin, un article ignoble, signé Jean-Michel Karadec, dans Libération, où il raconte que Hurlin est amené à l'hôpital du Val-de-Grâce. Il a fait effectivement un arrêt cardiaque. Il dit « Les médecins disposent pourtant d'une manœuvre ultime dans un cas semblable. Ils branchent 2 électrodes sur la poitrine du malade et font passer une forte décharge électrique, une technique que connaissait bien Hurlin lorsqu'il était jeune, lieutenant pendant la guerre d'Algérie, pas comme officier médecin, mais comme tortionnaire. » Donc là, je veux dire qu'on touche le fond de l'ignominie. En plus, c'est faux. Puis à ce moment-là, ça montre des gens. Mais en plus, si vous voulez, c'est le problème du paradoxe. Aujourd'hui, en plus, on fait le 10e anniversaire de l'attentat de Charlie. Et ça pose la question fondamentale. Est-ce que c'est pas parce qu'on écrit des articles dans les médias qu'on peut tout dire, tout faire, tout caricaturer, quoi. Et dans la liberté d'expression, il y a des limites. Donc il faut reconnaître ces limites. Et le fait qu'il n'y ait pas de limite, ça augmente un cran à la violence. Alors, c'est la violence écrite, la violence verbale, et puis après, quelquefois, c'est la violence armée. Alors je vais finir avec encore une citation d'Hurlin. D'Hurlin cette fois-ci. Mes types ont été splendides comme à la manœuvre. Je me félicite d'avoir été si exigeants pour leur instruction et leur entraînement depuis que j'ai le REP. Sans cela, nous aurions eu des pertes élevées alors que nous n'avions eu qu'un minimum à peine inimaginable compte tenu de ce que nous avons fait. Donc ça, c'est une lettre qu'il a écrite à son épouse. Général, vous, est-ce que c'est Colvézi, dans toute votre carrière, est-ce que c'est quelque chose auquel vous pensez Non, je n'y pense pas tous les jours, mais quand, comme vous l'avez fait, quand on vous présente le général Darry, Saint-Cyrien, vous êtes à la Légion étrangère, vous êtes à Colvézi, vous commandez la Légion et vous êtes gouverneur militaire de Paris. C'est des focus. Le fait que vous étiez en état-major à gérer des crises en Afrique, etc. Oui, ça c'est moins spectaculaire. Mais c'est vrai, vous êtes Saint-Cyrien, donc Saint-Cyr, c'est quand même un nom qui accroche. Étant la présidente de la Saint-Cyrien, je dis quelque chose, avec un pas de travers, on a le droit à la une d'une certaine presse. Donc Saint-Cyrien, Colvézi, commandé la Légion et puis gouverneur militaire de Paris, c'est des phares. Mais vous, personnellement, est-ce que Colvézi, dans votre carrière, est-ce que c'est... Non. Si, c'est un bon moment. Il ne faut pas non plus, etc. Puis ça crée des liens entre nous. L'ancienne Colvézi, mais pas... C'est pas une opération qui a duré très longtemps, donc on se revoit avec Benoît Pugat, avec les anciens chefs de section communauté. On sait qu'on y était ensemble, mais on ne va pas faire un club fermé. Non, je dis ça en comparaison aux anciens de la guerre de 14 qui ont passé 4 ans dans les tranchées à attendre la mort ou à attendre la libération. Bref, ça n'a rien à voir. Donc on est arrivé, on a cogné fort et juste, et puis 3 semaines après, on était rentré à la maison. Mais écoutez, pour tout savoir sur Colvézi, parce que comme je disais, c'est remarquablement bien documenté, surtout avec des documents inédits, beaucoup de lettres du colonel Hurlin à son épouse, c'est assez étonnant, on a l'impression qu'il l'écrit 2 fois par jour. Mais c'est vraiment minute par minute. C'est un bel hommage à un homme, à un soldat, et puis un hommage à la Légion étrangère. C'est l'honneur d'un colonel paru aux éditions Pierre de Taillac. Merci mon général, merci infiniment. C'était Passé Présent, l'émission historique de TVL, réalisée en partenariat avec la revue d'histoire européenne. Vous allez maintenant retrouver Christopher Lann et la petite histoire, mais avant de nous quitter, n'oubliez pas bien sûr de cliquer sur le pouce levé sous la vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci et à très bientôt. On nous dit souvent que sans les Américains, on serait pas là et que les Américains sont quand même venus nous sauver les miches en 17 et en 44. Mais ce qu'on dit moins, c'est que sans la France, les Américains, ils n'existeraient pas. Enfin, peut-être qu'ils auraient existé, mais en tout cas pas dans ces conditions, pas comme ça. C'est parti pour une petite histoire de l'intervention française dans la guerre d'indépendance américaine.
Pour remettre les choses dans le contexte, disons que la guerre d'indépendance américaine intervient plusieurs années après la guerre de 7 ans, qui a été une catastrophe pour la France. Ça a été une catastrophe pour la France et ça a été une victoire pour la Grande-Bretagne, mais une victoire tout de même très coûteuse. Pour compenser ce coût, la couronne britannique va alors augmenter les impôts, et particulièrement dans ses colonies, les 13 colonies américaines. Et ces colonies, il est important de le rappeler, ne sont pas représentées au Parlement britannique. Alors ça va déjà créer quelques tensions qui existaient déjà par ailleurs. Ensuite, il y a ce fameux épisode du Boston Tea Party, c'est-à-dire que lorsque la couronne britannique décide de ne plus taxer la Compagnie des Indes pour la sauver de la faillite, eh bien on voit ça comme une concurrence déloyale, et alors on se met à jeter ses cargaisons de thé dans la baie de Boston par-dessus bord. Suite à cet épisode, la couronne britannique va encore un peu plus serrer la vis en occupant littéralement le Massachusetts et en y imposant un régime militaire très strict. Bon, on va pas revenir sur tous les événements du déclenchement de la guerre d'indépendance américaine, mais bon, le 4 juillet, ce qui devait arriver arriva. Le 4 juillet 1776, c'est la proclamation d'indépendance des États-Unis. S'ensuivra une guerre entre les insurgents américains qui désirent se libérer de l'emprise de l'Angleterre et les troupes de Sa Majesté britannique, mais qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? C'est que tout d'abord, ces insurgents américains, ils n'avaient pas les moyens de faire face seuls à l'Angleterre. George Washington, il a tout au mieux 20 000 hommes qui sont pas toujours là et il est obligé de mener des opérations de guérilla. À l'époque, les États-Unis, c'est 2,5 millions d'habitants, pas de flotte, pas d'armée, pas trop d'argent, mais néanmoins ce sont des colonies dynamiques économiquement et qui s'auto-administrent déjà depuis un certain temps. La France, de son côté, va être aussitôt favorable à cette révolution américaine, dans la noblesse, même le roi, et dans l'opinion publique, on est favorable d'entrée de jeu à cette révolution, mais on ne soutient pas encore officiellement cette déclaration d'indépendance. L'intervention de la France va être très progressive. On commence par recevoir les ambassadeurs des États-Unis, on leur prête de l'argent, on leur envoie des armes de manière détournée. D'ailleurs, c'est Beaumarchais qui a envoyé des armes en douce, tel un trafiquant clandestin. Et puis il y a Lafayette. Lafayette qui, en 77, avec d'autres nobles, s'embarque pour les États-Unis pour soutenir Washington. Et ils seront beaucoup dans l'élite française à se prendre de passion pour cette révolution américaine. Du côté des États-Unis, je l'ai dit, on cherche un soutien, et celui de la France n'est pas des moindres, c'est le pays le plus puissant d'Europe à l'époque, au plus puissant du monde avec la Grande-Bretagne. Il faut donc le soutien de la France, on envoie des ambassadeurs à Paris, notamment Benjamin Franklin, qui d'ailleurs était lui-même assez anti-français à la base. Il détestait les Français parce qu'il a fait la guerre de 7 ans sous l'uniforme britannique, comme d'ailleurs beaucoup de miliciens américains qui se battent pour l'indépendance. Ils ont tous fait la guerre de 7 ans contre la France, donc ils ont une image négative de la France, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, maintenant il faut du soutien, alors on vient à la gamelle. En octobre 77, pour la première fois, les insurgents américains remportent leur première grande victoire à Saratoga. Ça va décider définitivement la France à intervenir, et c'est ainsi que 3 mois plus tard, Louis XVI signe en février 78 un traité d'alliance en reconnaissant les États-Unis et en engageant à ses côtés l'Espagne dans cette guerre. Quels sont les intérêts français à soutenir les Américains? Eh bien d'abord, il faut satisfaire l'opinion publique qui, je l'ai dit, est prise de passion pour cette guerre, mais aussi, surtout, il est question de prendre sa revanche sur ces maudits Anglois qui nous ont tant humiliés pendant la guerre de 7 ans. Et quoi de mieux pour prendre sa revanche sur l'Angleterre que de l'attaquer sur son propre terrain, donc dans ses colonies, mais surtout sur les mers. Il va donc y avoir un grand plan de redressement de la marine mené par Choiseul et qui va finalement aboutir. Parce que dès le début du conflit, la marine française est prête. Elle va commencer dès le début à remporter des victoires, à mettre en déroute les flottes britanniques aux 4 coins du monde, à la grande stupéfaction des Britanniques d'ailleurs.
les cocos, la fête est finie maintenant. On est là, on a l'intention de s'installer dans le game et on va pas vous lâcher. Au début, l'engagement français est assez éparpillé, un peu partout dans les colonies, un petit peu sur les côtes américaines avec Destin, un nom qui sera d'ailleurs emprunté plus tard par le président Valéry Giscard d'Estaing, mais il n'y a pas vraiment d'intervention massive et décisive. Et c'est ce que va réclamer aux côtés de Lafayette le général George Washington, et il va faire entendre raison à Louis XVI pour lancer une plus vaste opération, plus ambitieuse. On va donc lancer une intervention avec un corps expéditionnaire qui sera dirigé par Rochambeau. Là, ce n'est plus du harcèlement naval ou des petites opérations ciblées, non, là c'est une grande expédition avec une armée dirigée par Rochambeau qui va débarquer aux États-Unis à Rhode Island. C'est donc une armée de 2500 hommes qui va débarquer et rejoindre Lafayette, déjà sur place, avec en plus des canons flambant neufs, les Gribeauval. Là, les Américains ont une véritable aide. Déjà, ils ont des cadres, ce qu'ils n'avaient pas. C'était en quelque sorte une armée de paysans. Là, ils ont des vrais hommes, des vrais militaires, des cadres pour venir encadrer tout ça et surtout diriger l'artillerie. La campagne va alors consister à attaquer sans cesse les troupes du Britannique Cornwallis qui vont petit à petit se replier jusqu'à se retrouver à Yorktown. Pour l'instant, Cornwallis ne s'inquiète pas, il se contente de faire des fortifications et il sait qu'il va pouvoir être sauvé par sa marine et pouvoir évacuer en cas de problème. Il s'enferme et il attend la flotte anglaise pour venir à son secours, mais deux mauvaises nouvelles vont arriver. Très mauvaise nouvelle. La première, c'est qu'il se pensait tout d'abord en supériorité numérique, même sur la Terre, donc il pensait pouvoir tenir le siège, mais il va apprendre que Washington a fait jonction avec les troupes de Rochambeau, les troupes françaises, et il a donc face à lui maintenant 19 000 hommes, dont 12 000 Français, ce qui n'est pas une mince affaire. Et donc, eh bien, il reste la flotte, il reste encore un moyen de s'échapper. Eh bien non, puisque l'amiral français, l'amiral de Grasse, a fait des merveilles. Les Français sont les maîtres sur terre, mais aussi, pour une fois, c'est assez rare pour être souligné, sur la mer. Car ce que Cornwallis va voir poindre à l'horizon sur les mers, ce n'est pas son amiral à lui, c'est l'amiral de Grasse, qui va non seulement bloquer Yorktown, mais en plus partir à la poursuite des vaisseaux anglais et leur infliger une cuisante défaite à la bataille de la baie de Chesapeake. Là, c'est la fessée, là, c'est la fessée. Cornwallis se retrouve donc littéralement enfermé. Il a, du côté de la mer, la flotte française de l'amiral de Grasse, et sur terre, il a les forces réunies de Washington, Rochambeau et Lafayette. Malgré tout, il pense encore à s'échapper. Il envoie un détachement de dragons britanniques pour aller voir s'il n'y a pas un passage. Mais manque de chance pour les dragons britanniques, les terribles dragons britanniques qui ont été les auteurs de nombreuses exactions d'ailleurs. Manque de chance pour eux, eh bien ils tombent face à face avec les hussards de la Légion de Lauzun. Coucou. Et là c'est une charge sabre au clair, pas de pitié, et c'est encore une fois une fessée pour les Anglais. Il n'y a donc plus moyen de s'échapper, et en plus le bombardement de Yorktown va commencer à la fois par la mer avec la flotte de l'amiral de Grasse, et aussi sur terre avec les troupes franco-américaines et leurs magnifiques canons Gribeauval. S'ensuivra l'attaque des fortifications, les franco-américains prennent de nombreuses redoutes, et là Cornwallis n'aura plus le choix, il devra capituler, ce qu'il fait le 19 octobre. All it's over, comme on dit. Cornwallis a la victoire mauvaise, il refuse d'avoir été battu par les Américains, et il ordonnera d'ailleurs à ses hommes de ne tourner la tête que vers les Français, de Rochambeau. C'est une victoire éclatante, c'est la fin de la guerre d'indépendance américaine, mais ce n'est pas la fin de la guerre. Les Français et les Anglais continueront à se battre un peu partout ailleurs. Et c'est bien ça le problème, c'est que la guerre a continué jusqu'au traité de Versailles en 83, qui marque l'arrêt définitif et la défaite officielle des Britanniques, mais la guerre a continué sur mer notamment, et le problème c'est que les Américains, eh bien, comme ils ont eu ce qu'ils voulaient, ils se sont aussitôt retirés de la guerre. Ils n'ont pas continué à appuyer la France, eux ils ont eu ce qu'ils voulaient, leur indépendance, voilà, terminé, et maintenant on va se rapprocher des Anglais, parce qu'on a toujours été plus proche des Anglais que des Français de toute façon, on va se rapprocher d'eux et rétablir le commerce tranquillement. C'est un peu embêtant quand même, parce que bon, tous les spécialistes s'accordent à le dire, s'il n'y avait pas eu d'intervention française, il n'y aurait pas eu d'indépendance américaine, c'est tout. Au final, la France ne retire pas grand-chose de cette guerre, elle récupère quelques territoires comme le Sénégal ou quelques îles, mais c'est vraiment très mince, et en plus, ça lui a coûté très cher
1,2 milliard de livres et plus de 2100 hommes. Bon, les Anglais aussi ont eu beaucoup de pertes, bien plus d'ailleurs. Et puis comme ils ont commis de nombreuses exactions et que ça s'est su un peu partout, ça a fortement dégradé l'image de leur armée. Les Espagnols qui nous ont un peu aidés sur mer ont récupéré la Floride, c'était aussi une bonne opération pour eux. Et pour les Français, comme je l'ai dit, eh bien, pas grand chose, mais surtout un immense prestige. La revanche contre la perfide Albion avait été prise, et ça c'était le principal. Et aussi, eh bien, ce qu'on peut souligner, c'est que la mémoire de l'intervention française est restée longtemps ancrée dans l'esprit américain, au point qu'en 1917, lors de la Première Guerre mondiale, lorsque les Américains débarquent en France, le général Pershing s'exclamera « Lafayette, nous voilà ». On prête même cette phrase à Jefferson. Désormais, tout homme a deux patries, la sienne et la France. Aujourd'hui, eh bien, avec les deux guerres mondiales et les deux interventions des Américains, la balle est un peu revenue dans notre camp maintenant. Et puis en plus, quand on regarde comment est traitée cette guerre d'indépendance par les Américains, c'est Washington, le général Washington qui récupère un peu, qui tire la couverture de son côté. Alors qu'au final, cette guerre d'indépendance américaine, elle est le chef-d'œuvre de la France et particulièrement de Rochambeau. C'est un véritable chef-d'œuvre stratégique. Il a réussi à unir les forces navales, les forces terrestres. C'est Rochambeau le vrai artisan de cette victoire. Au final, eh bien, la France et Rochambeau est resté un peu dans l'ombre de Washington, même si la mémoire persiste. Mais c'est pas grave, puisque tout ça c'est très français de faire ça, de faire des choses, des grandes choses pour le prestige, pour la beauté du geste. Et d'ailleurs, Rochambeau illustre magnifiquement cet état d'esprit français, puisque lorsque l'un des envoyés de Cornwallis viendra lui remettre l'épée de la capitulation, il la refusera et il demandera aux Britanniques de la donner à Washington. Et ça c'est la France. Merci, cet épisode touche à sa fin. S'il vous a plu, si vous avez ressenti de l'émotion, que vous êtes senti fier d'être français, eh bien partagez-le, mettez un petit pouce bleu pour le référencement, et surtout, n'oubliez pas d'être au rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode, comme toutes les semaines, de La Petite Histoire sur TV Liberté. A bientôt, et vive la France!